Tu veux te présenter en deux mots, ton pédigré, d'où tu viens, etc. Et puis décliner la question des marchés européens. Quelle Ouais. région? N'oublie pas Bah, la région, hein. Ta région de provenance, hein. qu'il est bête. Alors, en fait, bonjour, bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est comme Jean-Michel, mais la génération d'avant. Enfin, la génération d'avant. Oui, C'est-à-dire que c'est juste ça. un petit peu avant, Ouais. enfin, je veux dire, je ne suis pas de la génération d'avant Jean-Michel, je vais être plus clair, mais juste un petit peu avant, on a fait à peu près la même chose. Et j'ai eu l'occasion de ne pas rester dans Attaque pour les mêmes raisons que Jean-Michel reste dans Attaque. C'est-à-dire que Jean-Michel est pugnace, il continue de faire un travail avec quelques personnes au sein d'Attaque sur l'Union européenne, qui est un travail remarquable en toute simplicité. Et moi, j'ai pas eu le courage de continuer à travailler en ayant l'impression enfin un peu plus que l'impression que c'était pas du tout suivi des faits, en tous les cas à l'intérieur d'Attaque, qui étant un mouvement altermondialiste et non pas anti-mondialiste, a du mal à mettre en cause l'Union européenne en tant que telle. Les conséquences de ce que fait l'Union européenne, oui, l'Union européenne en tant que telle, sauf si je me trompe, peut-être de plus en plus, mais enfin bon, Ouais. c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et alors, moi, je vais rajouter une petite couche à partir de ce que à ce que a dit Jean-Michel, c'est-à-dire les déclinaisons concrètes de ce qu'il a raconté. Donc, si on part de ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'Union européenne est une machine à fabriquer du droit néolibéral, ça c'est vraiment le point de départ, une machine qui en plus est fondée sur des textes qui ont une part d'illégitimité politique, ça a été rappelé avec l'entourloupe du traité de Lisbonne qui a été adopté en 2007 contre la volonté populaire des Français et des Françaises qui s'est exprimée en 2005, à l'initiative du, à l'époque président, aujourd'hui délinquant Sarkozy, et avec la complicité de Nicolas Hollande. Oh, oh. François, Merci, François Hollande, le grand ennemi de la finance. le grand ennemi de la finance donc. En fait, il y a, si on prend un certain nombre de leviers d'action publique, puisqu'il est question aujourd'hui de parler des abandons de souveraineté, la politique monétaire, la politique de réglementation de l'activité économique, la politique concernant l'agriculture. Qu'est-ce qui manque? La politique budgétaire, bien entendu. Et après ça, on verra aussi et je vais donner quelques exemples, du fait que tout cela, tous ces abandons de souveraineté précédents ont aussi des conséquences sur un certain nombre de choix de politique sociale, y compris, et même environnementale, d'ailleurs, au passage. Là, ça a été dit. Alors, il faut bien commencer par quelque chose, donc je vais commencer en prenant seulement des exemples. Vous en aurez plein vous-même dans votre tête, c'est sûr, et on va pouvoir en parler pendant le débat parce que il y a tellement d'exemples que j'aurais pu tenir 3 heures, mais je crois que je suis limité à 20 minutes. Mais il y a vraiment énormément d'exemples, hein, c'est fou. Si je pars de quelque part qui est la réglementation du marché intérieur, c'est-à-dire la réglementation des activités économiques, vous avez sans doute entendu parler des directives omnibus. C'est un terme qu'emploie la Commission pour parler d'un paquet législatif, comme elle dit, c'est-à-dire d'une série de directives qui, en ce moment, sont mises en place plus ou moins, enfin, systématiquement avec la complicité des gouvernements, qui visent actuellement à revenir sur les réglementations qui venaient d'être mises en place en 2007 dans ce que la Commission avait appelé le Green Deal, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il fallait décarboner l'économie, décarboner le processus de production et le faire en utilisant la technologie verte et installer une technologie au niveau industriel, une technologie verte de décarbonation de la production, et pour cela mettre en place une incitation à hauteur de 275 milliards d'euros d'investissement, plus une vingtaine de milliards pour le fonds social, parce qu'il faut quand même... Bon,
s'occuper un peu des gens qui ont quelques difficultés, enfin au moins se donner l'impression de le faire. Donc vous voyez, vous avez déjà un choix politique qui est fondamental, qui est de dire que si on lutte contre le chaos climatique, c'est par l'intermédiaire de l'innovation technologique, d'une technologie verte dans laquelle on mettra un certain nombre d'investissements. Ça, déjà, ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques fondamentaux qui ont été discutés à quel moment de manière démocratique? Jamais, nulle part. Et ce choix a été fait. Coup de mou sur la croissance, les choses changent sur le plan économique. Moralité, en ce moment, la directive, les choses changent aussi sur le plan politique, puisque vous le savez, il y a partout en Europe une montée tout à fait claire de l'extrême droite. Donc l'idée est maintenant, a complètement changé, et la Commission estime que pour les mêmes raisons qu'elle avait eu de mettre en place le Green Deal, elle met en place un certain nombre de directives qui visent à baisser les réglementations qui sont posées sur les entreprises, les grandes entreprises qui avaient un certain nombre d'obligations, voient leurs obligations diminuer pour baisser leurs contraintes. Ça correspond à cette vieille idée de favoriser l'investissement en baissant les contraintes sur les entreprises. Ça a été expliqué tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, c'est du pur ordolibéralisme, c'est de l'ordolibéralisme pur jus. Bon, là aussi, pareil, le choix qui avait été fait, le Green Deal n'a pas été discuté. Le choix de revenir sur le Green Deal n'est pas discuté non plus. Moralité, et là, on peut voir que ça a aussi des effets sur l'agriculture, par exemple, ou sur l'environnement, par exemple, puisque dans cette directive Omnibus, il y a un bout un paquet législatif qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire, avec la possibilité d'utiliser des pesticides, vous en avez souvent entendu parler, et d'autoriser des résidus de pesticides dans les assiettes des consommateurs, de revenir sur la réglementation concernant les épizooties, et de revenir aussi sur les contrôles que doit faire normalement, a priori, la réglementation sur les importations, pour assouplir ces réglementations et permettre des importations plus facilement. Donc vous voyez que sur le plan, y compris agricole, y compris environnemental, cette réglementation qui est un exemple, mais alors parmi beaucoup d'autres, encore une fois, je limite les choix, cet exemple-là est quand même, montre bien que les choix politiques qui sont faits ont des conséquences dans plein de domaines qui ne sont pas discutés au niveau démocratique que nous connaissons. Autre exemple concernant la réglementation de l'activité économique. Là, en ce moment, la Commission est en train de discuter avec elle-même sur l'idée de mettre en place un 28e régime concernant les entreprises. Aujourd'hui, il y a 27 régimes concernant les entreprises, c'est-à-dire un régime par État membre, si on voit ça comme ça. Un 28e serait mis en place à l'initiative de la Commission, qui aurait pour vertu de, mais vous le savez déjà, simplifier la vie des entreprises, puisque c'est le leitmotiv de l'ordolibéralisme, vous l'avez compris, donc simplifier la vie des entreprises, et parmi les simplifications, le fait de considérer, par exemple, que on appliquerait aux salariés des entreprises qui sont sous ce 28e régime le droit social du lieu de l'État membre où l'entreprise est enregistrée. Aujourd'hui, le droit social qui s'applique dans les entreprises, c'est le droit social du lieu d'exécution du contrat de travail, ce qui est très logique, et puis c'est salvateur surtout. Là, si on met le lieu d'origine, c'est le pays d'origine qui revient. Vous voyez qu'on avait chassé ça par la fenêtre au moment du TCE, ça revient avec ça. Alors, est-ce que ça va être mis en place ou est-ce que ça ne va pas être mis en place? En tous les cas, c'est dans les tuyaux. Et il est certain
puisque, et ça a été dit juste avant, que l'organisation en casemate antidémocratique de l'Union européenne fait que ce genre de choses est-elle discutée au niveau démocratique que nous connaissons, c'est-à-dire par exemple des élections législatives ou par exemple des élections présidentielles? La réponse est, vous la connaissez évidemment aussi bien que moi, la réponse est non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors évidemment, hein, quand on dit application du pays d'origine, avec tout ce que ça a comme conséquence sur la protection sociale, la sécurité sociale et le droit social. Hein, j'épilogue pas parce que ce sont des choses que vous connaissez certainement. Alors, pourquoi on est dans ce genre de situation? Ça a été dit, la compétitivité est vraiment le cœur de l'obsession, le maître mot de tout ce que veut l'Union européenne pour les motifs qu'a expliqué tout à l'heure Jean-Michel. Et au nom de cette compétitivité, il est défini une exigence de moderniser, je cite, profondément les systèmes de protection sociale, dont celui de la retraite. C'est une citation tirée du livre blanc sur l'avenir de l'Europe à l'horizon de 2025, qui est un document de 2017. Vous voyez, ça fait un moment que ça traîne, ces affaires-là. Effectivement, ça prend son origine, ça a été dit, dans le livre blanc de 93. Aujourd'hui, l'exigence de modernisation, entre guillemets, de la protection sociale, des retraites, de diminuer la protection des chômeurs et des chômeuses, tout ça, ça trouve son origine dans ce genre de choses. Alors là, on est dans la réglementation du marché intérieur. On peut encore se dire qu'il y a il y a véritablement un poids considérable de la Commission, mais en même temps, il faut, pour que la Commission aille au bout de sa volonté, une complicité permanente des gouvernements. Dans le même ordre d'idées, sur un autre domaine d'action qui est absolument considérable, la politique monétaire, budget, parle du budget. Vous avez tous et toutes suivi avec un amusement certain et un intérêt sans doute renouvelé chaque jour l'épisode très amusant de l'adoption du budget en France. Hein. La Terre allait s'arrêter de tourner si on n'avait pas le budget, qu'il fallait absolument... Enfin, je ne vous refais pas la séquence parce que forcément je louperais des choses rigolotes à dire. Et vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement important. Sauf que, y compris cet acte-là, qui sur le plan démocratique est fondamental, l'adoption d'un budget d'un État, c'est l'acte le plus important sans doute, en tous les cas un des actes politiques les plus importants. Eh bien ça aussi est contraint par l'Union européenne à travers le mécanisme que vous connaissez sans doute du semestre européen, qui est un continuum de recommandations qui finit par se transformer en sanctions. Alors, on s'y prend très longtemps à l'avance. En novembre-décembre, la Commission donne son avis sur l'état de l'économie des États membres. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la balance du commerce extérieur, les coûts salariaux, les investissements étrangers, le crédit du secteur public, l'endettement, bien entendu, public et privé, et le taux de chômage. Et à partir de là, elle pond un examen annuel de croissance qui ensuite est un petit peu discuté au niveau du Conseil, qui revient auprès d'elle, qui va ensuite au niveau des États membres qui sont invités à prendre un budget qui tienne en compte ces recommandations, qui s'inscrivent eux-mêmes dans le cadre de ce qu'a défini le traité de Maastricht depuis 1993. Vous connaissez tout ça par cœur, 3%, pas plus de 3% du PIB en déficit public et pas plus de 60% en dette. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage que ces chiffres-là sont explosés depuis un petit moment, parce que ce qui compte, ce n'est plus tellement ces chiffres-là, c'est ces chiffres-là qui sont rabattus comme des
comme des totems, comme des trucs, il faut absolument y arriver. Mais ce qui compte, c'est véritablement le trend, la tendance, le processus de désendettement. Hein. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, comment est-ce que les États posent dans leur budget qu'ils se désendettent effectivement et qu'ils se désendettent année après année à travers des plans qui sont des plans de réforme profonde qui consistent non seulement à couper dans les dépenses considérées comme improductives, suspense lesquelles, suspense que vous vraiment considérable évidemment, vous avez deviné bien sûr, les services publics, tout ça, ça ne va pas, il faut diminuer les dépenses concernant ce genre de choses, et la protection sociale aussi, qui, ça a été expliqué, est un frein au plein emploi. Alors, il se trouve par ailleurs que dans les circonstances actuelles, les budgets militaires sont moins concernés. Bon, c'était juste une indication comme ça. Et si l'État membre ne fait pas, ne suit pas ce désendettement, il peut être condamné, après un processus, le déclenchement de processus pour endettement excessif, à payer jusqu'à 0,2% de son PIB en amende auprès de la Commission. Et ça, c'est 0,2. C'est ce que tu avais, non? T'as plus? Non, c'est une question qu'on s'est posée. 0,2. 0,2, c'est dans le six-pack. J'ai trouvé ça dans le six-pack, tu sais, les 5 règlements de la directive du 13 décembre 2011. Si tu ne sais pas comment dormir la nuit. Non, mais ça me... C'est un point en moins. Ça t'obsédait. Hein, je sentais que tu avais besoin de savoir ça. Je parlais des services publics qui donc sont inscrits dans le cadre des contraintes d'endettement. La Commission a défini ce que doivent être les services publics. Pourquoi se gêner? Il y en a de 3 sortes pour la Commission. Il y a 5 minutes. Vous me poserez la question des services publics après. Parce que... Non, c'est vrai. Enfin, c'est une horreur, mais ce sont des choses finalement, globalement, que vous savez. C'est-à-dire que finalement, pour la Commission, les services publics, ce sont des verrues dérogatoires sur un droit libéral. Et à travers des directives qui datent des années 90, donc c'est vraiment du long terme, ont été libéralisés, c'est-à-dire au final privatisés, les grands services publics de réseau, poste, transport, télécommunications, énergie, bien sûr, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Hop là. La politique monétaire. La politique monétaire aussi, c'est l'abandon de souveraineté majeure, le plus complet, qui est une chose abstraite, mais qui a des conséquences concrètes. Prenons un exemple actuel. Là, on peut penser qu'il y a un choc exogène du fait, qui vient du fait qu'on a, je ne sais pas si c'est un président des États-Unis, mais enfin quelqu'un qui fout le feu à la planète. Et il y a des chances de penser que effectivement les prix du pétrole risquent de monter, y compris pour nous. La Banque centrale européenne a une obsession et une seule, en tous les cas c'est dans ses statuts, c'est de lutter contre l'inflation. Et lutter contre l'inflation, ça veut dire pour elle, bien entendu, mener une politique d'hausse des taux qui, comme d'habitude, sera une politique procyclique, c'est-à-dire qui va amener à hausser les taux pour réduire un peu plus la masse monétaire et renchérir le coût de l'emprunt, de sorte qu'il y ait une inflation moindre. Dans un contexte, par ailleurs, d'austérité budgétaire contraint, comme on vient de l'expliquer, eh bien, on a la certitude d'avoir des politiques restrictives et des politiques d'austérité qui produisent leurs effets, en tous les cas, sur le plan économique et social. La politique agricole, vous le savez aussi, est très largement abandonnée, très largement, pas complètement,
Il y a deux piliers, le pilier principal et le pilier laissé aux États. Alors j'ai fait un geste comme ça qui donne à peu près la proportion. Ça passe très bien, mais c'est-à-dire c'est effectivement 10 fois moins. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, oui, c'est non pas tout à fait 10 fois moins, mais beaucoup moins. Enfin, en tous les cas, la politique agricole est orientée vers l'exportation, la subvention à l'exportation, et il se trouve que par ailleurs, comme il y a une politique commerciale, c'est un autre élément, mais je vais un peu vite pour terminer dans les 5 minutes. Il y a une politique commerciale qui est un carcan supplémentaire aux politiques publiques, puisque ce sont des traités de libre-échange qui posent qu'il y aura une concurrence avec des produits extérieurs dans n'importe quelle condition. Eh bien, les accords de libre-échange amènent à ce que la Commission négocie le sacrifice d'un certain nombre d'activités économiques, comme par exemple certaines activités économiques considérées comme non rentables ou qui ne pèsent pas assez dans les exportations par la Commission. Et pour les accords de libre-échange, par exemple, la Commission fait un calcul très simple. Prenez le Mercosur, c'est un calcul très simple. 30 milliards d'exportations pour les céréales et l'alcool, les spiritueux, ça c'est pour l'agriculture. 90 milliards pour les voitures, 220 milliards pour la chimie. Donc, la Commission fait un calcul simple, elle dit « Je préfère qu'il y ait le sacrifice de l'agriculture avec l'entrée de produits en provenance du Mercosur contre le fait de pouvoir vendre des voitures et pouvoir exporter de la chimie. » À quel moment ce genre de choix a été discuté sur le plan démocratique et le plan de la souveraineté? Bon, je pourrais encore continuer sur la politique des travailleurs détachés, sur le social, revenir là-dessus, etc. Mais je pense que dans l'ensemble, vous avez compris la situation. Je termine juste avec un point. Tout à l'heure, Jean-Michel a parlé avec raison de la Cour de justice de l'Union européenne qui est un élément absolument décisif dans la construction européenne. D'autant plus décisif que chaque citoyen et citoyenne de l'Union et chaque entreprise peut la saisir du fait qu'on lui opposerait des droits nationaux qui seraient contraires aux droits européens. Désormais, depuis le changement de la Constitution qui a été impulsé en 2007, encore un coup, grande année, par le président Nicolas Sarkozy, avec la complicité des mêmes, donc je ne vais pas revenir, qui a installé un article 88.1 de la Constitution qui dit que la France considère que son droit national est subordonné au droit de l'Union européenne. Sauf que ça veut dire quoi concrètement? Que déjà le Conseil d'État considère qu'il est compétent pour vérifier de la compatibilité entre les règlements nationaux et les décisions et le corps de texte de l'Union européenne. Maintenant, le Conseil constitutionnel est compétent pour vérifier de la compatibilité entre les lois et le droit de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que le droit de l'Union européenne a pris une efficacité considérable, puisque si on avait un gouvernement bifurcationniste, pour reprendre l'expression, eh bien, s'il prenait une décision qui irait au contraire du droit européen dans les 2 heures, après un référé, ou le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel pourrait rejeter ce type de décision. C'est tout pour moi. Merci de votre attention.